les liens avec l'invisible, source et ressources. Donc, on est bien là dans une réflexion et un partage sensible entre nous tous et toutes sur cette question de notre rapport à l'invisible. Sources et ressources, on entendra tout à l'heure Marie, on entendra aussi Geneviève, et puis vous, s'exprimer sur la relation que chacun entretient à cette dimension de l'existence. Donc, je vais présenter nos deux intervenants de ce soir. Marie de Henzel, je pense que beaucoup de personnes, voire même tout le monde ce soir connaît Marie de Henzel. Alors, quand même, en quelques mots, Marie, c'est une... J'admets en même temps, c'est une femme qui est psychologue, écrivain, psychoclinicienne, qui a travaillé beaucoup essentiellement sur la fin de vie et aussi sur l'expérience du vieillir et du bien vieillir. Alors, elle a fait pour le ministère de la Santé 2 dossiers. Elle a été la première psychologue à être intégrée dans une unité de soins palliatifs. Et les deux dossiers pour le ministère de la Santé portaient sur les rapports ministériels, sur les conditions du mourir, donc du bien mourir. Elle anime c'est une grande conférencière. Son dernier ouvrage, Damien va vous le présenter. Et elle a aussi ouvert une chronique hebdomadaire sur le bien vieillir. Et puis, je vais vous présenter aussi Geneviève de Tène, qui est aussi psychologue, psychoclinicienne, psychanalyste, qui est une ancienne enseignante à l'Institut catholique de Paris et qui est conférencière, écrivaine, et que je connais depuis des années et dont la force du travail a toujours porté sur la foi, la transmission, l'éducation au sein de son écoute de psychanalyste. Peut-être que, Damien, tu peux nous montrer les quelques titres des livres de Geneviève et de Marie avant qu'on ne commence le webinaire. Voilà. Alors évidemment, le dernier qui nous a inspiré, merci Marie, qui nous a inspiré le thème de ce webinaire, Vivre avec l'invisible, on va y revenir, mais tant d'autres, puisque Marie est une infatigable auteure. Et nous recommandons aussi dans la collection Hold Up tous les ouvrages de Marie, et en particulier celui qu'elle a écrit avec Philippe Buton sur le lien entre vieillir et la tendresse. Et puis voilà, et puis les livres de Geneviève, alors un livre qui m'a passionnée à l'époque, Dieu, la vie, l'amour et la mort, un ouvrage conséquent, où vraiment toutes ces questions de l'essentialité que les enfants peuvent poser et qui nous laissent les parents démunis, eh bien, Geneviève les a décortiquées, analysées, mis à plat et nous offre vraiment une réflexion et des outils pour approcher ces questions-là essentielles. Mais bien avec un théologien, d'ailleurs. Avec un théologien, absolument. Ouais, Christopher, c'est aussi intéressant. C'est ce dialogue entre la psychanalyse et la théologie, dans les questions un peu essentielles de l'essence. C'est ça, de toute façon, la question de la foi, pour toi, elle est l'inconscient et les liens entre foi et inconscient, c'est... Inconscient, le spirituel, oui. C'est ça, c'est au cœur d'une de tes passions. Alors, on va peut-être commencer avec une manière de vous demander de vous présenter l'une et l'autre, qui est quelle est votre définition de l'invisible? Qui veut commencer? Moi, je peux commencer. Enfin, si je parle en mon nom à moi, pour moi, c'est une aspiration. Je crois que c'est une aspiration qui est en deçà de nous, qui est au fond de nous,
et que tout d'un coup, des personnes éveillent ou des expériences éveillent. Et donc, je pense que c'est aussi une expérience et des expériences. C'est pour ça que je pense que ce n'est pas des projections, ce n'est pas dû à notre imaginaire, c'est vraiment quelque chose d'autre auquel on est confronté. C'est un voyage, pour moi. C'est une ouverture, beaucoup, une ouverture à un autre espace que celui de l'intellectuel, du mental, de l'ego. Ça aussi que ça nous demande du travail pour arriver à faire taire notre mental, notre ego, pour tout d'un coup nous connecter à cet espace-là. Et cet espace-là, pour moi, il est essentiel dans la psychanalyse, dans le rapport à l'autre, parce que c'est un espace dans lequel on va le rencontrer aussi à cet autre niveau que celui de l'ego, dans ce niveau de ce qu'il est. Et ce qu'on est avec nos ombres, et les ombres qu'on tait, qu'on cache, qu'on va rendre le plus invisible possible, et que petit à petit, le travail analytique va remettre à la surface, et on va voir que la vérité est quelque chose qui ouvre et qui a à voir avec cet invisible, qui a à voir avec l'essence de l'homme. C'est-à-dire que la vérité, elle permet de dévoiler le caché, et elle permet du coup l'unification, ce travail d'unification en nous qui, pour moi, correspond à cette aspiration. Voilà, je le taire maintenant, mais... Et puis juste dernière chose, c'est que pour moi, l'invisible, enfin l'invisible dont on parle là, c'est un invisible qui est relation. Car chaque fois que j'ai pu faire cette expérience de l'invisible, pour moi, avec l'autre qui peut être impatient, avec l'autre qui peut être le spirituel, avec l'autre qui peut être moi-même, eh bien, il y a toujours du lien. Et on va en reparler, mais pour moi, ce lien, c'est la vie. Et donc, quand on parle au-delà de la mort, on ne parle pas d'une mort telle qu'elle est dans nos expériences psychiques. On parle d'autre chose, d'une transformation. Voilà, peut-être beaucoup de choses en 2 minutes, mais Oui, voilà. Moi, c'est l'expérience de ce travail, de cette conférence, de tout ça. C'est tout ça que ça m'a refait traverser. Voilà. Merci Geneviève. À toi Marie. Alors, je sais pas où elle est, on la voit Alors, pas. dans mon livre, Vivre avec l'invisible, je me suis gardée de définir l'invisible. Justement, je n'ai pas voulu le définir au-delà de ce que ça signifie tout simplement, c'est-à-dire l'au-delà du visible. Hein, c'est ce qu'on ne voit pas, l'invisible. Et je m'en suis gardée parce que justement, ce que j'ai voulu faire, c'est demander à toutes les personnes que j'ai rencontrées depuis très longtemps, mes patients, mes amis, beaucoup de gens, quel était le lien qu'ils avaient avec l'invisible. En fond, ce qui m'intéresse, c'est le lien, effectivement. Donc, le lien que chacun peut avoir. Et ce qui m'a frappée, c'est que les personnes ne mettent pas du tout la même chose derrière ce mot. Et c'est justement cette richesse, d'ailleurs, du mot, tout ce que l'on peut mettre dessus, qui m'a beaucoup, beaucoup intéressée. Et je me suis rendu compte que les gens avaient un lien avec l'invisible, qui est un lien naturel et pas surnaturel, qui est un lien normal et pas paranormal, mais que ce lien est un lien dont les personnes ne parlent pas. Elles n'en parlent pas parce que nous sommes dans une société très rationnelle et qu'elles ont peur que l'expérience qu'elles ont, parce que c'est ça qui est intéressant, il ne s'agit pas de croire à l'invisible, mais d'en faire l'expérience. C'est ça qui m'a intéressée. Ces personnes, justement, disent qu'elles en parlent à très peu de gens, quelquefois elles n'en parlent à personne, ça reste très intime, très secret, parce que justement on a peur d'être jugé, d'être considéré comme fou, ou bien tout simplement qu'on ne vous croit pas. Et c'est dans la protection de mon cabinet que beaucoup, beaucoup de patients m'ont parlé de leur lien avec l'invisible, qui, encore une fois, recouvre énormément de choses, c'est-à-dire aussi bien, je dirais, le lien avec l'inconscient,
bien sûr, l'inconscient est invisible, et l'inconscient dans son sens le plus large, c'est-à-dire pas seulement l'inconscient freudien du réservoir du refoulé, mais l'inconscient qui contient, là c'est la vision plus jungienne, qui contient tout le projet de vie, d'être toute la mémoire du monde aussi, cet inconscient familial, collectif. Donc ça, pour certains, c'était ça. Là. Pour d'autres, c'était tout simplement l'intériorité, le guide intérieur, la petite voix intérieure. Pour d'autres, c'était leurs intuitions, leur, ce que l'on, les prémonitions aussi. Donc, et puis, il y a toute la dimension aussi de la synchronicité, des liens entre des choses qui apparemment n'ont pas de lien et qui font sens. C'est un mot aussi qui est très jungien, la synchronicité. Beaucoup de gens j'ai énormément d'exemples de synchronicité, comme si effectivement l'invisible faisait signe. Hein, il y a tout d'un coup du sens qui se dégage. Il y a bien sûr le lien avec, pour beaucoup, l'invisible, c'est un ange gardien, c'est un saint, ça peut être une personne qui vient de mourir, une personne qui est un ancêtre aussi, la communauté des ancêtres, voilà, la relation avec les morts, tout ça fait partie du champ de l'invisible. Et puis il y a aussi, bien sûr aussi, l'inspiration créatrice, les écrivains qui m'ont parlé de leur lien à l'invisible, de ces idées qui leur viennent, ils ne savent pas d'où, hein, mais voilà, qui leur arrivent. Euh, il y a ce mystère de l'amour aussi, hein, qui est totalement, je veux dire, qui est... En fin de compte, finalement, on se rend compte que peut-être que l'équivalent du mot invisible, ça serait le mystère, le mystère. Et c'est la raison pour laquelle je dis dans mon livre que ça ne m'intéresse absolument pas de prouver l'existence de l'invisible. Ce n'est pas la question. Les gens ont un lien qu'ils vivent et c'est cela que j'ai cherché à mettre en évidence. Alors, et donc si je te pose la question à toi directement, non pas de ta définition, mais de qu'est-ce qui fait le sel de la vie dans ton rapport à l'invisible. Toi, la personne que tu es, avec toute l'expérience de vie que tu as, c'est quoi je dirais que l'invisible, pour moi, c'est tout ça, c'est tout ce que j'ai dit, c'est ce lien à une réalité qui nous encadre, comme disait Ril, que nous sommes encadrés d'invisible, hein, donc un au-delà de moi. Un au-delà de toi. Oui, donc, mais qui se manifeste sous 1000 formes. C'est ça, c'est ça. Bien sûr. Il n'y a pas qu'une seule forme. Donc là, vous vous rejoignez sur cet au-delà de soi. Alors, on va faire une petite plongée dans deux mondes qui ont bien des parentés, qui est le monde de l'enfance et le monde du très grand âge. Vous avez l'une et l'autre des expériences et approché des personnes qui étaient pour toi, Marie, plutôt en fin de vie, et pour toi, Geneviève, des enfants. Qu'est-ce que vous pouvez partager avec nous de ce lien qu'entretiennent ces personnes qui sont moins peut-être sollicitées par les contingences et les contraintes voilà, de la vie dans laquelle il faut se tenir debout et assumer. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ce lien qu'entretiennent les enfants ou les personnes âgées avec l'invisible? Moi, je pense que si l'enfant a un rapport à l'invisible qui est évident, et je pense que Geneviève pourra le confirmer, que ces enfants qui parlent de ce savoir du dedans, hein, qu'ils ont et dont ils s'éloignent évidemment pour s'adapter à la réalité, parce que dans le monde, si on restait, je dirais, dans ce savoir du dedans qu'explore l'enfant, eh bien on ne pourrait pas s'adapter à la réalité. Donc il faut qu'à un moment donné en sortir. Et
on voit bien qu'il y a une porosité entre le visible et l'invisible, hein, au début de la vie, qu'on le retrouve à la fin de la vie. C'est très étonnant. Et peut-être que justement, on la retrouve parce que il y a, semble-t-il, un lien entre la vulnérabilité extrême des personnes très malades ou des personnes qui approchent la mort. Et quand on approche la mort, on approche d'une frontière évidemment qui reste très mystérieuse, mais il se passe à ce moment-là quelque chose, effectivement. Combien de mourants m'ont dit qu'ils voyaient dans leur chambre des personnes qui étaient décédées avant elles. Et c'était des personnes qui n'étaient pas, je dirais, ça ne relevait pas du tout de la psychiatrie, pas du tout. C'était des personnes qui avaient par ailleurs tout à fait les pieds sur terre, on pourrait dire, et qui étaient, en tout cas, qui n'avaient pas du tout des personnes qui avaient pas de passé psychiatrique. Donc c'est cette porosité, tout d'un coup, on sent aussi, c'est comme si les fenêtres de l'âme aussi s'ouvraient au seuil de la mort, des perceptions aussi beaucoup plus fines que l'on n'expérimente pas dans, je dirais, plus jeune, quand on est ancré dans le réel avec l'action, tous les domaines de l'action, les responsabilités que l'on a. On voit bien hein, que c'est à un moment donné où on a presque tout perdu. Quand on a presque tout perdu, il reste cette extrême sensibilité. Alors, je ne suis pas en train de dire qu'on ne l'a pas plus tôt. Bien sûr, il y a aussi des hypersensibles, par exemple, qui ont ça, qui ont cette porosité. Mais là, on voit vraiment, je crois que l'approche, la maladie, l'approche de la mort fait que quelque chose qui était sûrement ouvert au début, eh bien, se rouvre. On pourrait dire les choses comme ça. Geneviève, un écho, une résonance? Alors, oui, moi j'ai assisté à des tables rondes passionnantes où il y avait des sages-femmes et des personnes qui accompagnaient des personnes en fin de vie et combien leur expérience était proche. Ça, c'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que quand le petit bébé est né, ça rejoint ce que dit Marie, il est totalement en ouverture, il est totalement en dépendance et en confiance. Ce sont des éléments qu'on retrouve en fin de vie. Et cette confiance est à double sens, parce que s'il reçoit des coups, bah, il va se fermer et on va retrouver quelque chose de l'ordre de la psychose. Mais sinon, si il reçoit des soins, et notamment, Marie, vous avez un passage sur le toucher qui m'a beaucoup parlé. L'enfant, le petit enfant qui naît, il a besoin d'être touché, d'être enveloppé par les mains de la maman et les mots de la maman et du papa, et du coup, ça lui crée ce qu'on appelle une enveloppe, un mois-peau qui le protège. Et les personnes âgées, souvent, le toucher est essentiel, et les huiles, et les massages, et ce qui s'est passé dernièrement était épouvantable, parce qu'il ne pouvait plus être touché. Bon. Donc là, on retrouve, vous voyez, des choses qui créent la personne, qui créent quelque chose de l'unité, parce que l'enfant, il est morcelé, et c'est ces soins physiques qui vont lui créer son unité. Et on se dit que aller vers l'invisible, c'est aussi aller vers l'unification. Et les personnes âgées, on voit bien combien, au contraire, cette unification du corps, elle va petit à petit par les douleurs, se morceler. Et donc, on a les mêmes mouvements. Et ça veut dire que, et là encore, je suis en train de parler de relation, c'est-à-dire que la relation, elle est essentielle en fin de vie, mais elle est essentielle à la naissance, puisque on a bien vu dans les mouroirs que les enfants qui n'avaient pas de relation, ils prenaient des gestes et des mouvements, et on le sait bien, et du coup, ils meurent. C'est ça la mort, c'est cette mort psychique parce qu'il n'y a pas de relation. Mais on la retrouve à la fin de vie quand les personnes sont isolées, n'est-ce pas, et qu'elles n'ont plus de lien, qu'il n'y a pas la relation. Et donc, vous voyez, il y a des points comme ça qui sont communs et qui sont étonnants. Les petits-enfants, quand on retrouve des réminiscences, on retrouve l'odeur, le goût, les sensations qu'on retrouve aussi
votre passage quand vous parlez des aveugles, c'est magnifique. J'ai eu des témoignages comme ça où tout d'un coup, le fait d'être privé de la vue permet de voir avec d'autres canaux que notre vue normale ou notre ouïe normale. Voilà. Donc, tous ces éléments-là nous montrent à quel point on est en permanence en lien, et selon comment se passent ces liens, ils peuvent créer cette ouverture de cœur, on peut la cultiver ou au contraire, on peut la fermer. C'est Stéphane Alix qui dit « J'avais des aspirations et elles ont été cassées » parce qu'on vous apprend à être un enfant raisonnable. Ouf, ça y est, il a l'âge de raison. Mais l'âge de raison, parfois, ça va avec casser. Et quand des enfants sont effectivement dans l'hypersensibilité ou dans les précoces, on voit que quelque part, il y a quelque chose qu'on ne peut pas fermer et qui tout d'un coup donne, moi j'appelle ça un œil au laser, parce qu'il voit chez l'adulte ce que l'adulte veut cacher. Et dans mon cabinet, parfois, j'ai eu des choses très drôles, enfin très drôles, pas toujours pour les parents, parce que les enfants allaient dire « Mais vous êtes en train de mentir, hein, Madame de Tène, vous lui dites pas que vous attendez un bébé. » Enfin, comment tu le sais? Ah, c'est pas vrai. Voilà. Et l'enfant sait ce que les parents lui cachent. J'ai eu des exemples dans des dessins où les enfants disaient ce que les parents cachaient, le secret de famille. Voilà. Donc ils ont ils voient, ils sont en relation avec un autre mode de relation que celui du mental. Et donc, il voit avec le cœur, dirait le Petit Prince, hein, mais je crois qu'il voit avec une acuité extraordinaire. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais ça rejoint là aussi des choses que l'on constate. Donc, ça veut dire qu'on a ces niveaux de perception et que effectivement, on peut les avoir perdus, mais on peut aussi les retrouver. Et là encore, on est frappé comme parfois des livres, parfois des contes, parfois les contes, c'est le langage du mystère, hein, viennent toucher, viennent parler à ces zones de nous qui ont été mis un peu sous le boisseau à cause de notre obligation à être raisonnable. Enfin voilà, donc c'est des éléments qu'on pourra retravailler. Je voudrais rebondir sur un point en vous écoutant. Me vient une question de plus en plus présente qui est, au fond, si chez l'enfant et la personne âgée, dans ces moments où la représentation des choses soit n'est pas encore là, soit fuit, on se rapproche de l'essentiel, on se rapproche du ressenti, de la perception, et quelque chose s'ouvre de ces connexions faciles, comme le dit Marie, presque naturelles, avec le monde de l'invisible. Donc du coup, moi, ça m'amène à une question. Nous travaillons dans le fond, dans la Fondation, sur tous les états de conscience non ordinaires, dont les EMI, qui évidemment surgissent dans des conditions un peu extrêmes. Mais au fond, quelles sont les conditions pour que là, nous sommes une soixantaine sur le Zoom? Qu'est-ce qui fait dans nos vies, qu'est-ce qui favorise dans nos vies la capacité à s'ouvrir dans le cœur et à accueillir et sentir cette présence, source et ressource dans l'invisible? Je trouve que c'est une question, j'ai envie de vous poser cette question parce que je la trouve importante, peut-être encore plus aujourd'hui, mais c'est un peu facile, ça a toujours été important. Mais qu'est-ce qui, au fond, facilite? Qu'est-ce qu'il faut pour être de plus en plus en contact avec ces ressources et ces sources? Voilà. Alors moi, je veux bien répondre parce que, en fait, ce livre, je l'ai commencé il y a très longtemps. J'avais pris des notes, enfin, j'avais écrit des bouts, et puis j'ai décidé de le terminer au moment juste après le confinement, le grand confinement du printemps, parce que j'étais sur des plateformes de soutien de personnes très isolées, de personnes qui ont vécu, je dirais, cet enfermement.
cette rupture de lien avec leurs proches, souvent ce désespoir aussi, ce chagrin, se demandant d'ailleurs si le reste du temps qu'il leur restait à vivre allait être voilà, cette coupure. Et beaucoup de personnes m'ont dit, mais en fait, on a tenu le coup. Ce qui nous a tenu la tête hors de l'eau, c'est parce que nous avons fait appel à ce que ce que j'ai appelé nos invisibles. C'est-à-dire que les personnes se sont créées, ont trouvé un lien, ou ont réactivé peut-être parfois un lien avec, je dirais par exemple, quelqu'un de mort, quelqu'un d'un ancêtre, ou même un saint, hein, qui est investi justement de cette faculté de protection, de guide. Elles ont retrouvé ou créé ce lien euh, qui leur a permis justement de tenir. Donc on voit bien, c'est ce que disait Guylaine aussi, que c'est vraiment, nous sommes des êtres de contact et de lien. On ne peut pas nous couper. On voit bien que dans des situations aussi extrêmes que celles que nous avons vécues, l'absence de contact, l'absence de lien, eh bien, va faire que les gens vont créer ce lien. Hein. Donc on voit bien que c'est dans des moments de... je me souviens aussi, je vais vous dire qu'un livre, j'ai oublié complètement le titre, et d'ailleurs j'en ai pas parlé dans mon livre, mais c'est un souvenir d'enfance d'un livre qui racontait l'expérience d'un prisonnier justement dans une cellule, et qui, pour tenir le coup, avait établi une relation avec une mouche qui venait tous les jours. Et c'est ce lien avec cet insecte, hein, qui lui a permis de tenir. Là, on ne sait pas, avec un insecte, les gens convoquent un invisible et lui parlent et lui demandent de l'aide, et m'ont dit qu'il recevait de l'aide. Il sentait une force arriver. Et ça, les gens ne racontent pas d'histoire, ils disent qu'ils se sentaient soutenus, ils sentaient une force, une présence arriver. Et c'était très palpable dans ce qu'ils me disaient. Donc on voit que là encore, peut-être que ce sont les moments, hein, dans lesquels on se sent très seul, ou dans les moments dans lesquels on se sent très vulnérable, et qu'il y a ce, notre besoin de lien est tellement essentiel, hein, que l'on va justement le créer avec un invisible. Et Marie, est-ce que vous avez remarqué que il peut y avoir aussi une ouverture vers ce monde-là quand il y a eu une très grande souffrance enfant, les enfants qui ont subi des choses ou d'isolement ou de maltraitance ou d'événements qui ont créé une très grande souffrance, ils ont quelque part cette perception et cette ouverture. Je sais pas oui, ce que... oui, je suis d'accord. Je pense qu'il y a un lien ce que moi j'appelle la vulnérabilité, qui est un terme très, très, et qui veut dire la faculté d'être blessé, hein, bon, c'est effectivement, je pense qu'il y a un lien. Je crois que quand on se sent, quand c'est peut-être de l'ordre justement de la maîtrise qui sont des propriétés de l'ego, du moi conscient, hein. Maîtriser les choses quand on a l'impression que tout roule, voilà, on contrôle tout. L'invisible n'est peut-être pas perçu comme important, hein. C'est vraiment dans les moments dans lesquels justement ça ne va pas comme on le voudrait, hein, qu'il y a voilà, alors ça réactive certainement, que les gens qui ont eu des grandes souffrances dans l'enfance sont particulièrement sensibles. D'ailleurs, souvent on dit que les médiums, ou des personnes qui ont je dirais une intuition peut-être plus développée que les autres, parce que moi je pense que nous sommes tous médiums et que nous avons tous une intuition qui peut nous permettre de sentir les choses, mais souvent on ne se fait pas assez confiance. Mais ce sont des personnes qui, à un moment de leur enfance, effectivement, ont eu de grands chocs, de
de grande souffrance. Je suis tout à fait d'accord avec cette interprétation, oui. Alors moi, je rajouterais que de nombreux témoignages pendant la période de Covid Oui. m'ont ramené plusieurs phases. La première phase de la stupéfaction, la peur, l'angoisse. Et là, le recours à l'invisible se faisait de manière un petit peu aléatoire, parce que quand l'angoisse était trop forte, ce recours n'avait pas lieu, l'angoisse prenait toute la place dans l'invisible, en tout cas dans la vie psychique. Et puis à d'autres moments, elle surgissait dans les témoignages que j'ai eus par le biais de personnes décédées dont ils sentaient la présence. Puis dans un deuxième temps, quand le confinement s'est installé, j'ai entendu des choses très intéressantes de personnes dire que ça faisait longtemps que je n'avais pas été en contact avec moi-même. D'accord. Et ça semblait, enfin ça semble, mais j'ai envie de vous poser la question, ne pensez-vous pas que pour pouvoir sentir cet invisible au-delà de l'hypersensibilité ou de la souffrance, il y a aussi d'ouvrir un espace de disponibilité à l'égard de soi-même? Moi, je pense tout à fait, je pense dans ce que tu dis aussi le désir, la volonté d'être vrai, d'être en vérité avec soi-même. Je pense que ça ouvre quelque chose d'une capacité à pouvoir être unifié. Quand on est dans cette recherche de vérité, d'abord parce que si on veut être en vérité avec soi-même, ça veut dire qu'on a besoin d'être en compassion, parce que n'étant pas parfait. Donc, si on est en compassion, on est en ouverture de cœur, et d'abord avec soi-même et ensuite avec les autres. Mais je pense que ça demande une volonté, parce que quand on lit des personnes qui ont fait ce travail, qui ont fait ce travail d'être en vérité, de s'ouvrir à quelque chose de l'ordre de l'amour, de la compassion, de la communion, eh bien, on voit que c'est pas facile. Que c'est pas facile. Enfin, faire un travail analytique, qui est un travail en vérité, n'est pas facile. Et donc, faire cette ouverture n'est pas facile, parce que justement, elle est confrontée à notre humanité, à notre dualité, et donc, ça demande une certaine persévérance. Et je crois beaucoup, moi, au fait d'être en groupe, parce que le groupe est un allié du moi, enfin un allié, et donc le groupe fédère nos énergies et crée une force qui permet d'aller de l'avant. Mais tout seul, je ne sais pas, là encore, si on peut, et là encore, la relation, le lien, me paraît, tu vois, une des voies qui peut faire qu'ensemble, on franchit des seuils. Je suis frappée pour les alcooliques, par exemple, l'importance du groupe pour traverser ce symptôme, qui est terrible, qui est une grande souffrance, par exemple. Voilà, donc je crois beaucoup, moi, à la persévérance, je crois beaucoup au groupe, et au fait d'être en compassion, parce qu'on va reculer, on va avancer, mais quelque part, petit à petit, il y a quelque chose qui va se tisser de cet espace d'ouverture, quoi. Merci Juliette. Moi, je connais quelques personnes qui sont dans l'assemblée, là, dont je connais la soif de Dieu, la quête vraiment du divin. Mais avant d'aller sur cette question-là, très spirituelle, j'ai deux questions pour vous. Pour l'une comme pour l'autre, alors dans le processus thérapeutique, que ce soit processus analytique pour toi Geneviève ou processus thérapeutique pour toi Marie quand tu accompagnes des gens en fin de vie, comment apparaît l'invisible et comment le thérapeute le reconnaît et l'accueille? Parce que oui, bien sûr, il y a la question du lien et la question de l'hospitalité. Donc je voudrais bien vous entendre vous exprimer sur votre expérience. Marie? Je n'ai pas trop compris la question, j'avoue. Je te la reformule. Non, mais parce que
bon, voilà, je veux dire, moi, j'ai dit au début que l'invisible, c'était sous toutes ses formes, c'est-à-dire l'intuition, le, je dirais le recours à des invisibles protecteurs, c'est aussi l'inconscient, les rêves. Euh, Effectivement, je veux dire, bon, tout à l'heure, tu parlais de cette intériorité. Il y a un voyage vers soi, hein, euh, qui est probablement favorisé aussi par comme je travaille beaucoup sur le vieillissement et je dis que une des façons de bien vieillir, c'est de comprendre le paradoxe du vieillir, c'est-à-dire de passer de l'homme extérieur à l'homme intérieur, hein. De Saint Paul qui dit notre homme extérieur s'en va en ruine, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Donc il y a un mouvement vers l'intériorité qui a été favorisé par ce que nous avons vécu. C'est certain. Tout à l'heure, tu parlais de l'angoisse et qu'on sait que l'angoisse, c'est de l'énergie qui tourne à vide. Quand on est angoissé, c'est tout simplement beaucoup d'énergie qui arrive, mais simplement, elle ne trouve pas où s'investir. Elle tourne à vide. Et à partir du moment où on trouve à quoi raccrocher son énergie, l'angoisse tombe. Bon. Donc, ça, c'est vraiment intéressant de voir. C'est pour ça que le lien est si important, hein. Bon, alors, je veux dire que dans les thérapies, bien sûr, on a affaire à l'angoisse souvent des patients et moi, en tout cas, j'ai toujours travaillé là-dessus en me disant que cette angoisse, c'était de l'énergie psychique et qu'il fallait aider le patient à trouver où l'investir, hein, donc, c'est toujours la question du lien, hein. Et alors, c'est un lien qui peut être justement vers soi-même, et c'est vrai que c'est très intéressant, l'autre est à l'intérieur de soi, ou bien à l'extérieur, bien sûr, c'est les deux. Et à propos de cette intériorisation, ce qui m'a beaucoup frappé, j'ai fait des tables rondes post-confinement dans les résidences-services, et j'ai écouté des personnes de 80 à 100 ans qui ont parlé de leur manière de vivre. Et ce qui m'a frappé, c'est que les personnes qui ont compris justement à leur âge, c'est le voyage vers l'intériorité, hein, qui peut justement euh, leur permettre de trouver une sécurité, une force. Ce sont ces personnes qui ont le mieux vécu cette période. Et que les personnes qui l'ont mal vécu sont des personnes dont justement ce qui permettait de faire lien, donc soit le lien avec un autre qui n'était plus là, hein, soit vers je dirais une activité extérieure, hein, et qui évidemment n'était plus là non plus, se sont retrouvés extrêmement seuls, sans trouver la voie vers justement l'intériorité. Donc je trouve que ça nous permet quand même de réfléchir à ce qui, peut-être dans l'avenir, peut nous permettre les uns et les autres de mieux aider des personnes vieillissantes, hein. Parce que si on leur permet justement, si on les aide, et ce n'est pas une chose qui se fait du jour au lendemain, mais si on les aide à voyager vers leur intériorité, à ce moment-là, on leur donne quelque chose, une force, hein, très très grande, parce qu'on puise, bien sûr, dans ces ressources internes, la force de faire face à je dirais, à l'inquiétude, à l'incertitude, hein. Nous sommes en pleine incertitude. Aujourd'hui, il y a vraiment, au fond de soi, hein, il y a vraiment un socle de sécurité et qu'il faut descendre le chercher, hein. Ça, alors, bon, c'est peut-être, je dirais, Jung m'a beaucoup aidé à comprendre ça, puisque il a ce concept du soi, hein, qui est vraiment, je dirais, on pourrait le traduire par son être profond, son être essentiel, hein, vers lequel on peut aller à travers des choses tout à fait,
on peut rejoindre son soi, si on peut dire, aussi bien peut-être avec l'aide de la musique qu'avec tout simplement en contemplant la nature ou tout simplement en méditant. Enfin, il y a beaucoup de moyens d'accès au soi, hein, et que l'on peut justement, euh, auxquelles on peut initier, hein, des personnes vieillissantes, des personnes pour qu'elles puissent justement trouver en elles cette force, hein. Et tout ça, évidemment, relève de l'invisible aussi. Merci. Marie, je vais faire un petit commentaire avant de lire des choses qui sont dans le fil très intéressantes. Comme tu le sais, nous démarrons avec Philippe Buton une étude sur des personnes au pronostic engagé dans un centre de soins, et pas un centre de soins palliatifs, mais un centre voilà, clinique. Et je suis frappée par, pour l'instant, par la quantité de silence dans laquelle les patients sont laissés dans leur chambre, alors même qu'il n'y a pas d'aide pour aller faire ce chemin vers l'intériorité plus tranquille. C'est peut-être la chose, mon premier rapport d'étonnement, c'est ça. Il y a quelque chose du lien qui est absolument pas pensé ni proposé, et je trouve ça terrible, terrible. Maintenant, je lis des choses sur le fil. Quelqu'un, Jean-Jacques, écrit: pour moi, ce qui me fait avancer vers l'invisible, c'est d'avoir de plus en plus de connexions empathiques et authentiques avec d'autres personnes, dans de plus en plus d'endroits et d'associations. Et cela se crée de plus en plus au fil de mon cheminement, de mon ouverture, de ma propre confiance en mon paradigme si peu partagé dans le passé. Et ça, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que ça montre que plus on s'ouvre, plus ça s'ouvre. Comme si la disponibilité était là tout le temps, c'est nous qui étions un peu fermés. Après, une remarque concernant l'enfant et l'invisible, c'est tout à fait mon cas. L'invisible m'a aidé à vivre et cela continue dans ma vie jusqu'à aujourd'hui. Un autre commentaire intéressant: pour moi, l'invisible ne se convoque pas. Il s'agit davantage de se rendre disponible, être à l'écoute, être en contact avec son intériorité et synchronicité. Moi, j'aimerais rebondir là-dessus parce que justement, c'est très intéressant. Quand on est dans le voyage analytique, on est à deux niveaux. Et il y a un premier niveau où on peut penser qu'on essaye de comprendre. Et donc, on essaye avec notre intelligence de comprendre. Mais ce niveau-là, il est important, mais il n'est pas essentiel pour guérir. Et l'essentiel, plus ça va, plus dans mon expérience, il s'agit justement de se rendre disponible, c'est-à-dire de laisser le mental et de se mettre dans cette écoute-là dont parle Valentine. Et à ce moment-là, on est en lien, en communion avec quelque chose de l'autre qui est aussi à ce niveau-là. Je crois que Bion appelait ça le point zéro. Et où dans ce lien-là, dans ce moment-là, tout d'un coup, il va se passer des choses extraordinaires. Et on a ça par rapport au rêve, justement. Quelqu'un arrive avec un rêve, il n'y comprend rien. Moi, il me donne son rêve, j'y comprends rien. Et tous les deux, dans le travail un peu de l'alchimiste, mais c'est parce qu'on est dans cet état-là. On est dans une espèce d'état où on n'essaye plus de comprendre parce qu'on ne peut rien comprendre. On est juste en train de se synchroniser à un niveau d'écoute où tout d'un coup le sens jaillit. Et ça, c'est formidable. C'est formidable parce que ça, c'est un outil de transformation. C'est un outil où on rejoint le soi, on rejoint l'être. Parce que effectivement, tout d'un coup, ce rêve paraît lumineux. Il y a de la lumière, il y a de la paix, il y a de la joie qui traverse le transfert, la relation. Et voilà. Et donc, je suis très, très en lien avec ça parce que je me dis de temps en temps dans nos rencontres, si on pouvait se mettre à ce niveau-là, eh bien, il y a quelque chose de différent qui se passerait dans la communication, je pense. Voilà, mais je
Merci parce que tu fais le lien, parfait, tu fais le lien avec un autre sujet que je voulais aborder avec vous deux, parce que vous connaissant un peu, je trouve que vous en témoignez dans votre être, c'est le lien avec la joie, le lien entre le rapport à l'invisible et la joie. Marie, est-ce que tu as envie de t'exprimer sur ce sujet? Oui, il y a, vous savez, les synchronicités. Quand tout d'un coup, je dirais, par exemple, je ne sais pas, vous pensez à quelqu'un, ça c'est très simple, hein, comme synchronicité est très courant. Vous pensez à quelqu'un et puis hop, la personne qui ne vous a pas appelé depuis 6 mois vous appelle. Les synchronicités mettent en joie parce que justement, on se dit là, il y a un lien et il y a un lien invisible. Et c'est en général les synchronicités vraiment créent de la joie parce que c'est un, voilà, il y a beaucoup d'exemples et c'est un, vous pensez par exemple, moi il m'est arrivé une synchronicité récente que je peux partager avec vous qui m'a mis vraiment en joie. J'étais un voyage à l'étranger fin août et je réfléchissais à un contrat que j'ai signé début septembre avec les éditions Plomb sur le dictionnaire amoureux de la solitude. Donc, ils m'ont demandé d'écrire ce dictionnaire amoureux, c'est une très belle collection. Et je réfléchissais à l'endroit, plusieurs endroits où j'aimerais écrire, mais surtout, j'ai une maison à l'Île-Dieu et sur cette île, il y a une cabane que j'ai repérée depuis longtemps, très, très solitaire, qui est sur une falaise. Et je rêvais comme ça, je me disais, oh là là, ça serait vraiment bien que je puisse au moins une semaine par an aller écrire, vraiment ne faire que ça face à la mer et que personne ne sache que je suis là, vraiment être une expérience vraiment solitaire. Je rêve à ça. Je rentre à Paris et je rentre le 6 septembre. Le 7 septembre, je vais à un congrès, un colloque sur les EHPAD, où je parle de l'adieu interdit. Et je sors à midi, je sors de la maison c'était à la maison de la chimie. Et là, un homme m'interpelle et vient vers moi en me disant, en me donnant sa carte. Il est directeur d'EHPAD à Marseille. Et nous parlons un petit peu de ma conférence, et puis il me regarde et puis il me dit, est-ce que vous avez un rapport avec l'Île-Dieu? Alors, je le regarde étonnée, je lui dis, mais oui, pourquoi vous me posez la question? J'y ai une maison. Et je lui dis, et vous? Et il me dit, oh, je loue une maison avec ma femme et mes enfants l'été, mais nous avons une cabane. Ah bon? Une cabane, mais où? Et je découvre super vite que c'est exactement la cabane dans laquelle je rêvais d'aller et dont je me disais, mais il faudrait que je trouve le propriétaire. Voilà une synchronicité. Comment est-ce qu'à Paris, à la Maison de la Chimie, un homme qui habite à Marseille se présente à moi pour finalement se présenter comme le propriétaire de la cabane dont je rêvais la semaine précédente? Vous voyez, ça c'est une synchronicité parce que la probabilité pour qu'une chose pareille arrive est quasiment nulle. Et ça m'a mis dans une joie extraordinaire. Vous voyez, là, hop, ça fuse. Là, on se dit, mon Dieu, que des choses comme ça puissent se produire, c'est voilà, un exemple. Et il y en a beaucoup, n'est-ce pas, Marie? Moi, je trouve, alors, là aussi, on dira qu'à partir du moment où on est un peu attentif, oui. on en a tout le temps. Oui, bien sûr. Et c'est une question d'attention, là aussi. Parce que les gens disent, ça m'arrive jamais, mais je pense que des synchronicités arrivent, mais simplement qu'on ne les perçoit pas. On ne fait pas attention. Et alors, c'est vrai que quand on commence à y faire attention, on en a sans arrêt. C'est ça, il y a de l'abondance dans l'invisible. Oui. Mais vous n'avez pas remarqué que quand on prépare une conférence, les patients nous parlent du sujet? Oui. Ils nous donnent des éléments. Oui. Ça, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Geneviève, ton rapport à la joie et à l'invisible, après on va peut-être proposer à nos publics d'interagir.
À moi, la joie, c'est quelque chose qui vous est donné pour moi. C'est quelque chose qu'on ne peut pas créer, mais c'est quelque chose qui tout d'un coup arrive et qui remplit complètement l'espace intérieur et qui rayonne en plus. Hein. Donc j'adore voir des gens joyeux, enfin, pas simplement joyeux, plein de joie. Et un jour, j'avais un patient qui était vraiment habité par des choses très sombres. Et qui était vraiment dans, lui-même le disait, hein, vraiment dans quelque chose de l'ordre du mal, enfin et ça. Et en fait, il y a une religieuse qui venait chez moi et qui l'a croisée en bas. Et c'est vrai elle ressemble à une petite fée de Cendrillon dans le film de Walt Disney, là, les trois petites fées, et elle a un sourire absolument merveilleux. Il la croise en bas, elle lui ouvre la porte cochère, enfin bon, et il me dit, ah celle-là, je suis sûre qu'elle vient de chez vous. Hein. Et ça m'a mis en joie parce que cet homme, tout d'un coup, il s'est trouvé en face d'un truc lumineux et ça l'a sidéré, quoi. Voilà, donc la joie, je crois que c'est quelque chose de, effectivement, qui nous dit quelque chose de l'au-delà pour moi. Il nous dit quelque chose, cette transformation auquel tout notre chemin sur Terre peut nous permettre le jour où on franchira le passage, c'est être dans la joie. Voilà, c'est tout ce que j'espère, moi. Ouais. Alors, est-ce que j'ai envie de, il reste à peu près une demi-heure, j'ai envie de proposer à ceux qui nous écoutent de vous inviter à apporter des témoignages alors vers Marie, vers Geneviève, ou des questions. Moi, j'ai au moins 2 personnes auxquelles je pense qui auraient des choses à dire, mais est-ce que quelqu'un a envie de prendre la parole? Je veux bien dire quelque chose. C'est moi qui ai écrit le petit mot tout à l'heure sur L'enfance. le fait que depuis mon enfance, évidemment, je ne l'ai pas cherché. C'est l'invisible qui a fait éruption. Et puis, ça m'a aidé à vivre parce que je vivais des choses très difficiles. Et en fait, ça a continué toute ma vie, surtout à des moments difficiles. J'ai toujours trouvé une réponse. J'ai toujours trouvé, c'est pas voir quelque chose, c'est pas, mais chaque fois, surtout par exemple en ce qui concerne mon fils aîné, quand il est né, on m'a dit, Madame, il n'est pas sûr que votre enfant va vivre et il n'est pas sûr que son cerveau n'ait pas été endommagé. Et je regardais cet homme-là parce qu'en moi, on m'avait donné la certitude que mon fils vivrait et il serait intelligent. Et c'est à des moments comme ça que l'invisible me donne des ressources pour vivre. C'est arrivé plus tard en concernant ce même fils lors d'une opération. Chaque fois, j'ai une espèce de savoir à l'intérieur de moi qui fait que, et puis ça m'a aidé à d'autres moments et par rapport à des choses plus difficiles, enfin en l'occurrence un cousin qui est mort, mais qui est mort dans un accident et moi j'étais dans une voiture à quelques kilomètres de cet accident et je savais qu'il y avait quelqu'un dans l'accident, on était arrêtés, on n'a pas pu avancer et je savais qu'il y avait quelqu'un là, il y avait un lien entre lui et moi, d'ailleurs un lien d'amitié très fort et donc ces liens d'invisible, je pense que c'est quand même quelque chose même de normal dans la vie, puisque pour moi, tous les êtres sont reliés. On n'est pas seul. Je suis beaucoup les enseignements de la non-dualité, c'est-à-dire basés sur le bouddhisme. Et là, on dit bien que nous sommes tous en lien avec l'univers, Dieu, la conscience divine, on peut l'appeler comme on veut.
Et pour moi, donc ça me semble normal que ces liens existent avec l'invisible comme avec le visible d'ailleurs. C'est peut-être plus sur l'invisible encore que le visible. Voilà. Merci beaucoup, hein, parce que votre témoignage est magnifique, hein, c'est magnifique et en plus, ça rejoint des choses que moi j'ai ressenties, que d'autres ont ressenties, et notamment ce que vous dites quand tout d'un coup vous dites qu'il y a un moment donné où vous savez, vous avez une certitude que, voilà, et ça c'est très intéressant parce que moi, ça m'est arrivé pour une ou deux questions, pour effectivement un enfant malade, d'avoir la certitude à un moment donné, j'ai su que non, il guérirait. Et je me suis posé la question de savoir qu'est-ce qui faisait que j'avais cette certitude et que je savais qu'elle était vraie, ma certitude, et que je ne fantasmais pas ou je ne projetais pas mon propre désir. Et ma réponse, qui est la mienne, hein, je ne sais pas ce que dira d'autres personnes, hein, c'est que je ne peux pas l'avoir inventé. C'est-à-dire, quand j'en projette, on invente, on part de ce qu'on est pour inventer. Et plusieurs expériences que moi j'ai pu avoir de lumière ou de ressenti, c'est des choses, si je voulais essayer de les reproduire, ça ne marcherait pas, je ne pourrais pas. Et donc, il y a quelque chose là qui est là, qui est posé, et qui m'a fait comprendre ce que ça voulait dire quand les disciples disaient chacun comprenait dans leur langue. C'est pas comprendre avec notre tête, c'est tout d'un coup quelque chose qui est là, on sait que c'est là, on sait qu'on a eu cette parole-là, on a eu ce savoir-là, c'est pas un savoir, c'est une certitude, voilà, cette expérience-là. Et je vous remercie beaucoup parce que c'est très important que vous disiez ça pour que des personnes puissent entendre ça, puissent comprendre ça, puissent prier, enfin prier hein, dans tous les sens du terme, pour cultiver cette capacité qu'on a, comme le disait Marie, d'être relié à cet universel, voilà, à ce monde qui vient parfois nous aider et nous dire des choses qui sont importantes pour nous. Voilà, donc je voulais juste vous dire ça. Et beaucoup de compassion. Hein. Merci. Marie? Oui, ben je suis tout à fait d'accord avec ce que je viens d'entendre et je pense que beaucoup de personnes ne font. Vous voyez, quand vous témoignez comme ça, je ne sais pas le prénom de la personne qui a témoigné, mais vous faites beaucoup de bien à des gens qui sentent des choses et qui, quelquefois, ne se font pas assez confiance. Je crois qu'il faut vraiment faire confiance à ce que l'on sent. Il y a ce manque de confiance dans ce que l'on perçoit au fond de soi. Je pense qu'il y a beaucoup de thérapies qui consistent en fait à permettre à quelqu'un peu à peu d'avoir de plus en plus confiance dans ce qu'il sent. C'est vraiment quelque chose. Moi, j'ai vu ça aussi dans les thérapies que j'ai conduites aussi, que c'est ce que, d'une certaine façon, la confirmation, ce que tu sens est juste. Et beaucoup de gens n'ont, je dirais, non, peut-être ont été cassés à ce niveau-là dans l'enfance hein, aussi. Mais il y a vraiment quelque chose, ce savoir du dedans hein, que vous avez gardé, madame, et qui fait que vous savez au fond de vous hein, et vous pouvez garder cette force. Oui. Et un beau témoignage, je pense. Oui. Je rajouterais que dans beaucoup des sujets de couple que je peux rencontrer, quand il y a une hospitalité de chacun à l'égard de l'autre sur son lien justement à son intime, eh bien le couple est vivant. Ouais. Quelles que soient les difficultés qui sont à affronter du réel. Et quand moi j'entends des gens dire mais je suis dans une solitude effroyable à deux parce que justement pas accueilli dans sa profondeur, dans son lien à l'invisible. Je ne sais pas comment vous réagissez à ça. Oui, mais c'est assez joli. C'est vrai que c'est assez joli de présenter le lien à l'invisible comme effectivement quelque chose que l'on peut partager dans l'intimité.
Ça, c'est magnifique, hein, cette idée, parce que je pense effectivement que c'est vrai que beaucoup de gens, de couples aussi, qui vivent ensemble, ont perdu ce lien, cet accès à l'intime. Hein. Ils partagent la vie, ils partagent le quotidien, mais dire qu'est-ce que tu sens, comment est-ce que tu sens les choses, poser cette question-là à l'autre, et c'est là on peut explorer tout ce lien que chacun a avec l'invisible. Ça peut être vraiment un échange qui amène à un approfondissement vraiment de la relation du couple. Et je voudrais juste citer Kubler-Ross qui dit « Prenez contact avec votre être profond et surtout débarrassez-vous de vos peurs ». Dans tout ce qu'on dit là, il y a ça, il y a la peur de se tromper, la peur de ce que va dire l'autre. Voilà. Et donc, je pense que tout ce qu'on dit, ça va avec un travail sur la peur. Mais en même temps, on peut être détruite par ce que peut dire un regard d'un conjoint ou d'un compagnon. Donc, il faut aussi savoir se protéger. Mais, voilà, mais je trouve que c'est très... Voilà. Moi, tu sais, j'aime beaucoup peur. Pour moi, c'est un peu la contraction de texte de pas heureux. Ouais. Pas heureux, ça fait peur. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça te va mal, hein, ça. Donc, voilà, on tend vers la joie et le partage. Alors, est-ce qu'il y a d'autres témoignages? Alors, Cécile a levé la main. Cécile. Oui, bonjour Laurence. Alors, je suis désolée, je n'ai pas la caméra. Ça n'a pas marché ce soir, donc vous ne me verrez pas. Mais je voulais... Vous m'entendez bien? Très bien. D'accord. En fait, je voulais témoigner de 2 expériences avec ma maman, où l'invisible est vraiment venu l'aider. Quand mon papa est décédé en 2009, ça a été un décès assez brutal. Il est décédé d'un arrêt cardiaque alors qu'ils faisaient leur course, donc il est décédé devant elle. Et elle a eu des problèmes de sommeil par la suite pendant assez longtemps. Et je crois que c'est au bout de 6 ou 9 mois où une nuit, en fait, elle a vu mon père, en fait, pendant qu'elle dormait. Alors, elle n'arrive pas à savoir si elle était réveillée, si elle dormait, mais en tout cas, ce qu'elle m'a rapporté, c'est qu'elle a vu son visage, il est venu la voir et que derrière, elle s'est sentie totalement apaisée et que les problèmes de sommeil ont disparu. Donc ça, c'est voilà, une première expérience qu'elle a vécue. Et puis, bon, depuis, elle a déclaré un Alzheimer là, assez tôt, à 70 ans. Et il n'y a pas très longtemps, je discutais avec elle. Alors, elle est encore à domicile et relativement autonome. Et je discutais avec elle et puis je la voyais régulièrement regarder au-dessus de son épaule gauche. Donc, au bout d'un moment, je lui dis « Mais maman, pourquoi tu regardes comme ça au-dessus de ton épaule gauche ?» Elle me dit « Ah, mais c'est parce que je sens une présence à côté de moi. » Et donc, je lui dis « Mais tu la sens souvent ?» Elle me dit « Ah oui, quand je vais m'asseoir devant la télé, j'ai cette présence à côté de moi. » Et je lui dis « Mais tu te sens comment avec ça? Tu te sens bien? Ça te fait peur? » C'est « Ah non, des fois je lui parle et ça me fait du bien. » Et donc, elle n'y croit pas vraiment, parce que quand on en a discuté un peu plus, elle ne sait pas trop ce que c'est, mais ça la rassure et elle se sent bien avec. Et je dirais que le seul… Et du coup, Cécile, et vous, ça vous fait quoi à vous? Alors, moi, Laurence, je suis super à l'aise avec tout ça. Alors, on s'est rencontrés à Nantes il n'y a pas très longtemps. Moi, je suis super à l'aise avec ça pour plein de raisons. Donc, ça permet justement qu'on puisse échanger avec maman par rapport à tous ces sujets-là. Et le seul bémol, je dirais, c'est que quand elle en parle à son médecin traitant, qui a priori ne connaît pas ou est peu ouverte à ça, bah, tout de suite, on pense à des hallucinations du fait de son Alzheimer et tout. Donc, voilà. Donc, finalement… face à son médecin traitant, elle a un petit peu peur d'en parler maintenant parce qu'elle n'a pas été reçue dans ce qu'elle partageait, en fait. Marie-Geneviève? J'ai eu beaucoup de… Vous savez, mon livre est plein d'histoires comme ça. On sent la présence. C'est vraiment
quelque chose d'assez, je dirais, assez courant quand même dans l'expérience, dans le vécu du deuil, hein. Mais comme votre maman, ces personnes n'en parlent pas, n'osent pas en parler, hein, parce qu'on a peur. Et vous savez que si on dit ça, si c'est catalogué comme une hallucination, alors on va vous donner des anxiolytiques donc les personnes se protègent, elles n'en parlent pas. Mais moi j'ai eu énormément de témoignages, hein, de cet ordre. Et, dans les rêves aussi, les morts apparaissent souvent dans les rêves pour dire qu'ils sont vivants. C'est ça qui est quand même étonnant, et qui est la bonne nouvelle. Là aussi, ça crée de la joie, hein, quand quelqu'un vient dans un rêve et dit « mais je suis vivant ». Et ça, vous ne pouvez pas imaginer le nombre de rêves que les gens font, hein, à propos de quelqu'un qui justement est parti à quel point finalement ça les aide à continuer la vie, hein, cette parole que j'aime bien d'ailleurs, que les morts ne nous demandent pas de les pleurer, mais de les continuer, hein, de continuer sur les traces de ce qu'ils nous ont transmis, hein. Mais voilà, donc l'expérience que vous partagez avec nous là, je peux vous dire que votre maman n'est pas la seule à vivre des choses comme ça. On a des témoignages sur le Alors, fil. Oui. Ouais, j'en suis persuadée. J'en suis persuadée parce que moi, en fait, j'ai eu l'occasion en tant que sophrologue d'intervenir en EHPAD auprès de personnes atteintes justement de maladies neurodégénératives. Et régulièrement, pendant mes séances, les personnes avaient des contacts sans pour autant que ma séance amène à ça. Mais ça ouvrait des espaces et elles se retrouvaient soit dans leur maison d'enfance, soit en contact avec leurs parents, soit dans un espace où elles étaient tellement bien qu'elles n'avaient pas envie de revenir. Et donc, des expériences comme ça, moi, j'en ai aussi beaucoup dans ce cadre-là. Geneviève, tu voulais dire quelque chose ? Mais pour aller dans le sens de ce que disait Marie sur le fait de continuer, j'ai une expérience qui m'avait beaucoup marquée d'une petite fille qui avait 8 ans et qui est arrivée parce qu'elle était très déprimée, parce qu'elle voulait mourir et elle voulait aller rejoindre sa grand-mère qui s'occupait beaucoup d'elle et qui était morte et qui était au paradis. Et en fait, il faut faire attention de ne pas décrire le paradis avec des couleurs trop pastel parce que du coup, ça donne vraiment envie à certains enfants d'aller voir. Et donc, c'était terrible parce qu'elle savait où étaient les médicaments et qu'elle allait là-bas parce que là-bas, elle le dessinait avec des couleurs magnifiques. Il n'y avait plus de disputes, il n'y avait plus de questions d'argent. Et que là, elle allait être heureuse avec sa grand-mère. Alors, le problème quand même qui l'a retardée un peu dans son désir, c'était que comment on fait pour retrouver quelqu'un là-haut ? Est-ce qu'il y a des codes de la route là-haut ? Et donc, je ne savais pas bien parce qu'elle revenait toutes les semaines comme ça avec ce désir de mourir et bon, j'étais un peu démunie en face de ça et on a dessiné le paradis. Et puis, on a décidé des choses qu'elle aimait. Et dans les choses qu'elle aimait, il y avait un jardin. Et dans ce jardin, elle cultivait et elle a mis des couleurs qui étaient des couleurs de l'arc-en-ciel. Et à un moment donné, elle a fait un arc-en-ciel qui était donc ce qui la reliait à sa grand-mère. Et puis, dans ce jardin, il y avait un arbre. Et tout d'un coup, on est arrivé à parler de cet arbre et de cet arc-en-ciel qui les reliait. Et qu'est-ce qu'elle aimait de sa grand-mère ? Donc, sa grand-mère, elle faisait des cadeaux, des gâteaux, elle faisait je ne sais pas quoi. Et du coup, est-ce qu'elle ne pourrait pas faire la même chose pour ses parents qui allaient mal, qui se disputaient, etc. Et le fait, tout d'un coup, d'avoir pu faire qu'elle continue ce qu'elle aimait faire, bon, c'est le processus de deuil. Mais pour une petite fille, c'était de faire vraiment, de continuer à faire ce que faisait sa grand-mère, c'est ce qui l'a sortie de cette grave dépression. Voilà. Donc, c'est vraiment le travail du deuil qui est de continuer à faire l'œuvre qu'on a aimée de l'autre, à continuer ce que l'autre a fait. C'est-à-dire que quelque part, peut-être que c'est un enseignement sur ce qui nous est demandé aujourd'hui, c'est-à-dire que ce qui nous est demandé,
avant notre passage, c'est de vivre ici, c'est d'être dans la vie au présent tous les jours et de transformer ça. C'est très, très, très beau témoignage, Geneviève. Et du coup, tu vois, en t'entendant, je me disais finalement, ce que nous faisons les uns pour les autres, c'est d'être des liens de chair, d'écoute, de sensibilité. Tu as parlé du toucher, tu as parlé d'être démuni. Tu as rejoint cet enfant à l'endroit, elle était dans sa dépression, toi tu étais démunie, tu l'as rejointe à un endroit où il n'y a pas de savoir, il n'y a pas de choses qui viennent enfermer, mais une disponibilité, et ensemble vous avez trouvé un chemin vers la vie. C'est elle qui l'a trouvé, c'est elle. Hein. Moi, j'ai suivi, j'ai été à côté. Mais tu étais à côté, Oui, tu étais là et tu étais dans un niveau de présence à elle, hein, pas dans un savoir. Non, je ne savais pas. Ce côté-là, je ne savais pas. Là. C'est réjouissant pour nous tous qui sommes là ce soir, c'est que c'est cette formidable aventure de la vie, du cœur, quoi, et de la relation. Il y a Jean-Jacques qui vient de lever la main. Pascal qui nous dit au revoir. Bonne soirée, Pascal. Alors, Jean-Jacques, est-ce que tu veux parler, Jean-Jacques? Oui, alors, déjà, c'était pour témoigner de la joie dans laquelle j'étais ce soir, puisque il y a tellement de résonance en moi. C'est un peu comme si je montais dans un ascenseur avec vous, quoi, au niveau de la joie. Ça, c'est pour une chose. Il y a également le mot d'unité qui m'a fait beaucoup résonner, puisque, en fait, moi, j'ai fait l'expérience de l'unité. C'est-à-dire qu'à un moment de ma vie, je me suis senti uni à tout ce qui m'entourait. Là, c'était une joie indescriptible. Là, en fait, je l'ai expérimenté. Et je peux dire qu'avant ce moment-là, j'avais 36 ans, je pense que j'ai vécu 36 ans en état robot, quoi, avant. C'est-à-dire que j'avais jamais été conscient. Et après, justement, tout mon cheminement, ça a été de m'expliquer déjà à ce moment-là, puisque personne autour de moi pouvait m'expliquer ce que j'avais vécu, bien sûr. Et puis d'autre part, être de plus en plus conscient, tout simplement. Effectivement, on arrive à parler d'attention, mais je pense que je ne vis que dans les moments où je suis conscient que je suis en train de vivre, conscient que je suis en train de faire quelque chose. Là, je suis conscient que je suis en train de vous parler. Et tous les autres moments, je peux presque considérer que je ne suis pas vivant, quoi. Il y a une question là qui est: quel lien faites-vous entre l'accès à l'invisible et la méditation? Vous êtes en train d'y répondre, c'est la conscience. C'est être là, être vivant, c'est ça? Être là, oui, être en pleine conscience dans le moment présent, quoi. Ouais. Là, je trouve ça. C'est ça, il y a tout un mouvement d'ailleurs sur la méditation de pleine conscience, absolument, qui parle de ça. Alors, il y a Valentine qui demande, et je pense que c'est quand Jean-Jacques parlait de son sentiment d'unité, est-ce que c'est ce qu'on pourrait appeler le sentiment océanique? J'en profite pour vous dire, oui, c'est Grof, c'est Stanislas Grof qui a le premier nommé ces états-là, l'état océanique de conscience. Et d'ailleurs, il y a, et vous pourrez le trouver sur le site de la Fondation, il y a un séminaire animé par Grof pendant 2 jours, début décembre, que je vous recommande parce que c'est quelqu'un qui a beaucoup apporté sur la compréhension de ces états-là de conscience et de lien. Et vous voyez, depuis tout à l'heure, on ne cesse de parler de lien à l'invisible, de lien à tout ce qui est, de lien à l'instant présent et à ce qui est dans l'instant, de lien à l'autre. C'est finalement... alors, on n'a pas parlé de la mort, on n'a pas parlé des EMI et on n'a pas parlé... Moi, j'aimerais juste qu'on ait une petite pensée tous ensemble pour les patients à l'hôpital psychiatrique. Je parle là des hôpitaux un peu lourds, à l'ancienne, dans lesquels la solitude, l'enfermement dans la solitude des patients est terrible.
Et il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien parce que d'abord, ils n'ont pas de visite. Je parle des grands psychotiques, hein. Parce que le personnel soignant est démuni sur le plan relationnel. Donc, c'est un peu souvent du gardiennage et puis on donne des médicaments. Mais il y a quelque chose où ils ne sont pas rejoints. Donc, il y a de l'invisible, mais il est plutôt pas investi par la relation. Et je trouve ça terrible. Et j'ai une petite pensée pour eux parce que… Oui, tu as raison, tout à fait. On est bien heureux de pouvoir sentir les liens et les recevoir, quoi. Alors sur le fil, il y a notre ami Damien qui nous dit, voilà, quand aura lieu ce prochain séminaire avec Groff, et puis aussi un séminaire avec Renaud Evrard sur la mort et sur la conscience qui va avoir lieu également très prochainement. Alors, il nous reste quelques minutes. Geneviève, Marie, on a passé 1h30 ensemble. Ça a passé vite, hein? Comment vous avez envie de conclure? Moi, j'ai l'impression que j'aurais envie de… Oui, vas-y, Marie, vas-y. Non. Moi, je voulais quand même préciser quelque chose, c'est que ce n'est pas Stanislas Grof qui a inventé l'expression le sentiment océanique. Ce sentiment océanique était une expression qu'a utilisée dans la correspondance avec Freud. Ferenczi. Non, pas Ferenczi. Ferenczi et Freud, c'est une notion… Non, ce n'était pas Ferenczi. C'est bien avant, oui. Mais c'était… Romain Roland. Romain Roland. Romain Roland, qui, dans sa correspondance avec Freud, lui parle de ses expériences, de ses sentiments océaniques, et Freud lui répond, écoutez, je ne connais rien à cette expérience, je ne vis pas cela, seules les femmes, les mystiques et les poètes ont accès à cela. C'est assez intéressant. Les femmes, les mystiques et les poètes. C'est vrai, tu as raison, absolument. Néanmoins, néanmoins, le séminaire avec Groff risque d'être très intéressant. Et merci Marie de cette précision, évidemment. Geneviève, Marie? Juste que moi, toute cette préparation, tout ce qu'on a travaillé autour de cet invisible, et je pense qu'on a parlé de la mort quelque part quand on a parlé de tout ce qu'on a dit, parce que je pense que l'invisible nous conduit ce chemin vers l'universel, vers l'amour, vers l'essence, et que l'essence, c'est comme une petite graine en nous, et qui germe, qui pousse, et tout d'un coup, ça devient un arbre. Si on l'arrose, elle se transforme. Et c'est cette transformation qui sera là quand on fera le passage. C'est ce qu'on a fait, c'est comment cette graine a poussé, ce qu'elle est devenue, qui va ensuite donner des fruits dans l'au-delà ou continuer à pousser ailleurs une fois qu'on a traversé ce tunnel. Et voilà, donc ce qui me reste, moi, c'est de faire germer cette petite graine qui est l'essence ou l'aspiration à l'essence qui est en nous et en relation, quoi. Voilà, quelque chose comme ça. Merci Geneviève. Marie? Moi, j'ai terminé mon livre avec cet hommage aux non-voyants qui vivent dans l'invisible, et ce qui est vraiment, je crois que j'ai parlé de 2 non-voyants qui sont célèbre, enfin, de Jacques Lucéran, qui a écrit « La lumière fut », et puis Hugues de Montalembert, qui est en vie, hein, et qui a écrit plusieurs livres sur son expérience, mais ce qu'on sent, c'est que ces hommes qui ont été privés de la vue à un moment donné nous disent exactement la même chose, l'un et l'autre, ils sont pas de la même génération, hein, mais ils nous disent que cette privation de la capacité de voir, hein, leur a fait ouvrir effectivement cette ouverture du cœur, hein, et qui les caractérise, hein, cette force et cette confiance dans la vie et la joie aussi qu'ils éprouvent, ce qui est totalement incompréhensible pour les voyants que nous sommes.
Et je crois qu'on a vraiment, enfin, on a vraiment intérêt je dirais, à lire leurs témoignages parce que là, on comprend quelque chose de ce qu'est véritablement, je dirais, le cœur de l'être, hein, qui est cette ouverture du cœur. On ne voit bien qu'avec le cœur, disait, effectivement, c'est ce qu'on sent. Voilà, pour moi, c'est pour ça que j'ai voulu terminer mon livre avec ça, parce que c'est vraiment l'essentiel. Merci Marie. Merci à vous deux. Alors, sur le fil, deux apports, un livre de Monique Durand-Wood qui a écrit un très beau livre sur le lien entre foi invisible et les patients hospitalisés en psychiatrie. Je vais le trouver. Et le livre d'une anthropologue, Voir les yeux fermés. Et c'est très joli. Jean-Charles nous dit, ce titre résume aussi cette discussion. C'est un très joli mot de la fin. Ouais. Merci à vous tous. Merci de votre confiance aussi. Merci à toi, Laurence, parce que tu es merveilleuse. C'était vraiment une très belle soirée et beaucoup de joie d'être dans cette sororité avec vous. Passez une bonne fin de mois de novembre, qui est un drôle de mois. Moi, j'aime beaucoup quand même, justement novembre, décembre, la descente dans l'obscurité, parce que c'est la descente dans l'intériorité. Jusqu'à Noël, vraiment, on descend dans ces endroits où ça parle à l'intérieur, où c'est riche, où c'est vivant. C'est une jolie descente dans la lumière intérieure, finalement. Je vous la souhaite à tous et bonne nuit avec de beaux rêves. Et à très bientôt pour un prochain webinaire. Oui, merci Laurence. Merci Laurence, à bientôt. Merci Marie, au revoir. Au revoir. Merci Geneviève. Merci à vous deux qui avez été formidables et à tous nos fils là sur le côté, tous ceux qui... L'invisible. Et tout l'invisible, exactement, qui s'est invité. Merci, au revoir. Au revoir.